On m'a chassée de la maison que j'avais moi-même payée. Mon mari m'a giflé sous les yeux de sa mère. Et 2 semaines plus tard, ils ont tout perdu. Bonjour à toutes et à tous. À ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, je vous souhaite la santé, l'abondance, et que le destin vous éloigne de ces personnes qui ne causent que de la douleur. Je m'appelle Chloé, et je vous parle de Rennes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, car cette histoire changera peu, être votre façon de voir le mariage. La maison, qui semblait si parfaite de l'extérieur, mon mariage, c'était comme un rêve devenu réalité. Cette modeste maison en périphérie de Rennes n'était pas une villa de luxe, mais elle dégageait assez de chaleur pour que je l'appelle mon foyer. La peinture sur les murs était encore fraîche, le portail en fer n'avait pas encore commencé à rouiller. Et dans le petit jardin devant, il y avait une jardinière de géranium rouge que j'arrosais chaque matin avant de partir au travail. Les voisins me disaient souvent « Quelle chance vous avez, si jeune et déjà propriétaire de votre maison ». Je me contentais de sourire chaque fois que j'entendais cela. Non par arrogance, mais parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire derrière les apparences. Je m'appelle Chloé. Je travaille comme assistante de gestion dans une PME. Mon salaire n'est pas exceptionnel, mais il serait largement suffisant si je n'avais qu'à subvenir à mes propres besoins. Mais je ne vivais pas seule. J'étais mariée à Lucas, l'homme que je croyais être mon port d'attache, l'endroit où je pourrais toujours rentrer, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Avant, il était différent, attentionné. Il venait souvent me chercher à la sortie du bureau. Il était même capable de se tremper jusqu'aux os sous la pluie, juste pour m'apporter un dîner chaud. Ces petites choses me semblaient si immenses à l'époque. Et ce sont peu, être elles qui m'ont convaincu de l'épouser. Au début de notre mariage, nous louions un petit appartement dans un vieil immeuble mal isolé. Le toit fuyait souvent lors des grosses pluies, et les murs étaient si fins que nous entendions clairement les disputes de nos voisins. Mais étrangement, je me sentais heureuse. Souvent assis par terre, mangeant des soupes en sachet, nous rions de rien et nous nous faisions une promesse. Un jour, nous aurions notre propre maison, une maison qui serait vraiment à nous. Cette promesse a lentement commencé à se concrétiser. J'ai commencé à mettre de côté chaque euro. Pendant ce temps, Lucas essayait de lancer sa micro-entreprise. Parfois il y avait des bénéfices, parfois non. Je n'en ai jamais fait un problème, car à l'époque, je pensais que c'était notre combat commun. Quand nous avons enfin réussi à acheter cette maison, j'ai pleuré. Pas de fatigue, mais parce que je sentais que tous ces efforts n'avaient pas été vains. Je me souviens très bien du jour où nous avons emménagé. Lucas s'est arrêté devant la porte d'entrée et a dit « C'est notre maison ». J'ai souri et hoché la tête. Oui, notre maison. C'était une phrase simple, mais à ce moment-là, elle signifiait tout. J'ai rempli chaque recoin de cette maison d'espoir. La petite cuisine où je préparais le petit déjeuner avant le travail, le salon simple avec un canapé d'occasion mais confortable que nous avions trouvé à bon prix, et la chambre où, chaque soir, nous partagions les histoires de notre journée. J'ai même commencé à imaginer l'avenir. Des enfants courant dans le salon, des rires le matin et des dîners chaleureux où nous ne serions jamais seuls. Tout semblait si possible, si proche. Mais il y avait une chose que les gens de l'extérieur ne pouvaient pas voir. Les mensualités du crédit immobilier étaient prélevées sur mon compte. Chaque mois, c'est moi qui veillais à ce qu'il n'y ait aucun retard. C'est moi qui comptais les dépenses. C'est moi qui renonçais à mes propres envies pour un seul objectif. Garder la maison. Lucas le savait. Il l'a toujours su. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, il se contentait de dire « Nous sommes mari et femme, Chloé. On ne va pas commencer à compter. » Et, encore, je choisissais le silence. Pas parce que ça ne m'importait pas, mais parce que je croyais au mariage. Je croyais qu'il ne fallait pas faire un problème de tout. Je pensais que tant que nous étions ensemble, tout irait bien. Je pensais que cette maison était le début de notre bonheur. Je pensais être au bon endroit, jusqu'à ce que je réalise quelque chose. Cette maison pouvait paraître chaleureuse de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle se refroidissait lentement. Et je ne me doutais pas encore que cet endroit, que j'avais construit avec tant de travail acharné, serait le premier où je perdrais vraiment tout. Le sacrifice invisible, si les gens regardaient ma vie de l'extérieur, ils disaient peu, être, elle a de la chance. Un emploi stable, une maison, un mari, comme si tout était parfait. Mais il y avait une chose qui ne se voyait jamais. Le sacrifice que personne n'a jamais comptabilisé. Au début de chaque mois, avant même de penser à autre chose, j'ouvrais l'application de ma banque mobile. Le chiffre à l'écran n'était pas juste un solde. C'était le souffle vital de la maison dans laquelle je vivais. Le remboursement du prêt, la facture d'électricité,
l'eau, le budget pour les courses, tout reposait sur moi. Je ne l'ai jamais dit à personne. Même à Lucas, je ne l'ai jamais vraiment abordé sérieusement. Pas parce que je ne voulais pas de reconnaissance, mais parce que j'avais peur. Peur que si je commençais à compter, notre relation ne devienne qu'une simple équation mathématique. Et je ne voulais pas que mon mariage soit une transaction commerciale. Lucas avait sa petite entreprise. Parfois, elle rapportait assez d'argent, parfois rien du tout. Il y avait des jours où il rentrait le visage radieux, avec un peu d'argent et beaucoup d'espoir. Mais il y avait aussi des jours où il restait silencieux, assis longuement sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Dans ces moments-là, je m'approchais toujours de lui. « Ne t'inquiète pas, ça va aller », disais-je avec un sourire, même si au fond de moi j'étais épuisée. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires. J'ai augmenté mon temps de travail. J'ai réduit mon temps de repos. Pas parce que j'étais si forte, mais parce que je n'avais pas d'autre choix. Je me souviens d'un soir, je suis rentrée à la maison avec une migraine si forte que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je tenais à peine debout, mais en ouvrant la porte, j'ai souri. Car pour moi, un foyer devait respirer la chaleur. Même si moi, je n'allais pas bien du tout. Je suis allée dans la cuisine et, avec le peu de force qui me restait, j'ai préparé une petite omelette et réchauffé les restes de la veille. C'était simple, mais suffisant. Lucas était assis dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone. Je l'ai regardé, espérant qu'il me remarquerait, qu'il me demanderait comment j'allais, ou au moins un merci. Mais non, le silence. Et là, pour la première fois de ma vie, un sentiment étrange m'a envahi. Pas de la colère, ni même une immense déception. Juste du vide. Comme si une distance infranchissable était soudainement apparue entre nous. Sans m'en rendre compte, les jours suivants, j'ai commencé à m'y habituer. M'habituer à rentrer fatiguée sans que personne ne m'accueille. M'habituer à dîner en silence. M'habituer à nous endormir sans un mot. Tout suivait son cours, mais c'était différent. Je lui racontais de moins en moins de choses, car chaque fois que j'essayais, la réponse n'était qu'un « ou un « d'accord, on verra plus tard ». Avec le temps, j'ai cessé d'essayer. Je ne sais pas exactement quand nous avons tant changé. Il n'y a pas eu de grandes disputes, pas d'événements dramatiques. Lentement, progressivement, nous sommes devenus deux personnes vivant sous le même toit, mais qui n'étaient plus vraiment ensemble. Et au milieu de tout ça, chaque mois, je faisais la même chose. Je payais les factures. Sans retard, sans me plaindre, sans que personne ne sache à quel point c'était difficile. Parfois, assise seule dans la pièce, je regardais les relevés de compte. Ces chiffres étaient comme une preuve que je tenais bon, pas seulement pour la maison, mais aussi pour une relation qui se fissurait en silence. Je me demandais souvent, est-ce que c'est ça le mariage? Est-ce que tout le monde vit comme ça, en s'accrochant sans être vraiment heureux? Mais chaque fois que cette question surgissait, je la refoulais, car je croyais encore que les choses s'arrangeraient. Je croyais encore que Lucas était juste fatigué. Je croyais encore que nous avions juste besoin de temps. Et surtout, je croyais encore que cette maison était un lieu pour lequel il valait la peine de se battre. Mais je ne réalisais pas qu'à ce moment-là, je ne me battais plus pour mon mariage. J'essayais de retenir quelque chose qui était déjà en train de disparaître, et je n'étais pas encore prête à l'admettre. L'arrivée qui a tout changé. Le changement n'est pas arrivé avec fracas. Il n'y a pas eu de signes avant-coureurs, pas de dispute explosive. Tout a commencé par une simple phrase. « Ma mère va s'installer ici pour quelque temps », a dit Lucas, avec un naturel déconcertant. Comme si c'était la chose la plus normale du monde, comme s'il était certain que j'accepterais. Et à l'époque, je n'ai pas protesté. « D'accord, pas de problème », ai-je répondu doucement. Dans ma tête, ce n'était qu'une situation temporaire. Après tout, c'était sa mère, et je ne voulais pas être cette épouse qui refuse d'accueillir la famille de son mari. Ce jour-là, j'ai même aidé à préparer la chambre d'amis. J'ai fait le ménage, mis des draps propres, rangé la petite armoire dans le coin. Je voulais qu'elle se sente à l'aise. Je voulais qu'elle sente qu'elle était la bienvenue. Et les premiers jours, tout semblait bien se passer. Ma belle-mère, Martine, parlait doucement, souriait parfois, et m'a même complimenté sur la propreté de la maison. J'ai fugitivement pensé que ce ne serait être pas si terrible que je l'imaginais. Mais je me trompais. Le changement s'est insinué dans notre quotidien, si lentement, si subtilement, que je n'ai pas su dire quand cela a commencé exactement. D'abord, ce n'était que des petites choses. Sa façon de me regarder, d'observer tout ce que je faisais, comme si chaque regard cachait un jugement. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, j'ai enfilé une chemise propre, j'ajustais ma coiffure devant le miroir.
Martine s'est arrêtée en silence derrière moi, puis a doucement commenté. Toujours le travail. C'est bien les femmes d'aujourd'hui. J'ai esquissé un vague sourire, ne sachant que répondre. La phrase semblait anodine, mais pour une raison que j'ignorais, elle m'a mise mal à l'aise. Je l'ai ignorée. Je me suis dit que j'étais être trop sensible. Mais au fil des jours, ces remarques sont devenues de plus en plus fréquentes. Le plat est trop salé. La maison n'est toujours pas assez propre. Une épouse devrait passer plus de temps à la maison. Elle ne haussait jamais la voix, n'attaquait jamais ouvertement. Mais c'était juste assez pour que je réfléchisse à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Je commençais à me sentir observée, même dans les plus petites choses. Un après-midi, je suis rentrée du travail plus tôt que d'habitude. Je pensais pouvoir enfin me reposer un peu. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai vu ma belle-mère assise dans le salon, scrutant les environs. « Déjà de retour » a-t-elle demandé. « Oui, j'ai fini un peu plus tôt aujourd'hui » ai-je répondu. Elle a lentement hoché la tête, puis a ajouté. « D'habitude, tu rentres si tard. » Je suis restée figée. Non pas parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que je ne comprenais pas sa véritable intention. Ce jour-là, quelque chose a changé. Cette maison n'était plus un endroit où je rentrais pour me ressourcer. Il y avait une tension constante, suffocante, dans l'air, même si elle n'était pas visible. Je suis devenue prudente dans ma façon de parler, de bouger, et même de respirer. J'avais l'impression de devoir constamment m'adapter. Et ce qui me déconcertait le plus, c'était que Lucas ne disait pas un mot. Il voyait ce qui se passait. Il entendait les remarques, mais il restait silencieux. Parfois, il souriait. Parfois, il en rajoutait même, comme si c'était tout à fait normal. « C'est vrai que tu rentres assez tard en ce moment » a-t-il dit un jour. C'était une phrase simple, mais j'ai eu l'impression qu'il confirmait que j'étais en faute, alors que je travaillais pour nous, pour cette maison, pour notre vie commune. Ce soir-là, j'étais assise seule dans notre chambre. La lumière était tamisée, le silence presque douloureux. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où je m'étais sentie vraiment à l'aise dans cette maison et je n'ai pas trouvé de réponse. Car la vérité, c'est que ce sentiment avait disparu depuis longtemps. Depuis que quelqu'un était entré dans notre vie, je ne détestais pas ma belle-mère. Je sentais simplement que je n'avais plus mon propre espace. Et pour la première fois de ma vie, je me suis posé la question. Est-ce que c'est encore ma maison? Ou suis-je juste une locataire qui vit ici par hasard? Et sans m'en rendre compte, ce n'était que le début. Car ce qui a suivi n'a plus pris la forme de mots subtils, mais de quelque chose de bien plus douloureux. Les pics subtils. Au début, j'ai essayé de faire comme si tout allait parfaitement bien. Je me répétais que ce n'était que la phase d'adaptation initiale. C'est comme ça, quand on vit avec sa belle-mère, il y a forcément des frictions. J'essayais d'être compréhensive, de rester patiente, et de donner le meilleur de moi-même dans une maison qui devenait de plus en plus étrangère. Mais il y avait une chose sur laquelle je ne pouvais pas me mentir, mes sentiments. Car chaque jour, il y avait un petit détail qui rongeait un peu plus mon âme. Ce matin-là, je me suis levée encore plus tôt que d'habitude. Je voulais cuisiner avant de partir travailler. Je pensais que ça améliorerait un peu les choses. J'ai préparé un petit déjeuner simple. Ce n'était pas un festin, mais je l'avais fait avec le cœur. Quand tout fut prêt, je les ai appelés Martine, Lucas, le petit déjeuner est servi. Je me tenais près de la table de la salle à manger, attendant leur réaction. Ma belle-mère est arrivée la première, le visage inexpressif. Elle a balayé la table du regard, puis s'est assise. Lucas a suivi, son téléphone à la main. Je me suis assise aussi, en essayant de sourire. Après quelques secondes de silence, ma belle-mère a goûté la nourriture et, sans même me regarder, a lâché. Il n'y a pas assez de sel. Une phrase courte, un ton sans émotion. Mais j'ai eu l'impression qu'un poids de plomb s'abattait sur ma poitrine. Je me suis immédiatement levée. Oh, je vais chercher le sel tout de suite. Je suis allée à la cuisine, j'ai attrapé la salière et j'ai rapidement corrigé l'erreur. Mes mains tremblaient, comme si j'avais commis une faute grave. Pourtant, il ne s'agissait que d'un peu d'assaisonnement. Je suis retournée à table et je me suis rassise. Cette fois, je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai juste mangé lentement. Mais dans le silence, j'ai commencé à réaliser que la question n'était plus le sel. La question était la façon dont on me jugeait. Cependant, la journée n'était pas terminée. Au moment où je m'apprêtais à partir au travail, ma belle-mère s'est arrêtée dans le salon et m'a toisé de la tête aux pieds. « Tu vas travailler ou tu sors au théâtre ?» Je suis restée figée. Je portais un chemisier élégant mais tout à fait normal. Rien d'extravagant. Mais la façon dont elle m'a regardée m'a fait sentir coupable. « C'est ma tenue de bureau, Martine », ai-je répondu à voix basse. Elle a juste hoché légèrement la tête,
puis a ajouté « Une femme devrait s'habiller plus modestement ». Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que j'étais simplement fatiguée de devoir constamment me justifier. Je suis partie travailler avec un sentiment terrible. Tout le trajet, mon esprit tournait en boucle. Je commençais à me demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ne suis-je pas assez bien? Est-ce que je ne fais pas assez attention? Ou est-ce que, tout simplement, je ne pourrai jamais être à la hauteur ?» Après le travail, j'avais hâte de rentrer pour me calmer un peu. Mais à la maison, c'est exactement la même chose qui m'attendait. Petite remarque, regard scrutateur et une atmosphère froide qui ne se détendait jamais. Un soir, j'ai essayé de m'asseoir avec eux dans le salon. Je voulais au moins un peu me sentir comme un membre de la famille. J'ai commencé à parler. La semaine prochaine, je vais probablement devoir refaire des heures supplémentaires. J'ai un rapport à terminer. J'ai regardé Lucas, espérant sa compréhension. Mais avant qu'il ne puisse répondre, ma belle-mère l'a devancé. Toujours le travail. Jusqu'à ce que tu en oublies tes devoirs d'épouse. Je me suis lentement tournée vers elle. Cette phrase n'avait plus rien de subtil. Il y avait une telle pression, une critique si ouverte, qu'il était impossible de l'ignorer. J'ai essayé de sourire. Je le fais aussi pour la famille, Martine. Mais elle m'a immédiatement coupé la parole. La famille, ce n'est pas seulement une question d'argent. Un silence glacial s'est installé dans la pièce. Personne n'a dit un mot. J'ai regardé Lucas, espérant qu'il me défendrait, au moins une fois, ou qu'il dirait quelque chose. Mais il a juste soupiré doucement et a dit « Oui, essaye de mieux gérer ton temps. » C'était une phrase simple, mais suffisante pour que je réalise que j'étais complètement seule dans une maison que je payais moi-même. Un endroit qui aurait dû être mon refuge le plus sûr. J'ai commencé à parler de moins en moins, et à espérer de moins en moins, car chaque fois que j'essayais, le résultat était toujours le même. Ce soir-là, assise seule dans la chambre, je fixais le plafond. Des larmes coulaient en silence sur mon visage. Pas à cause d'une grande tragédie, mais à cause de la multitude de petites choses qui s'étaient accumulées. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment fatiguée. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et je ne me doutais pas encore que tout cela n'était que le prélude à quelque chose de bien plus douloureux. Le mari qui commençait à changer. J'ai toujours cru que, quelle que soit la cruauté du monde extérieur, la maison est l'endroit où l'on peut se réfugier. Et dans ce foyer, il doit y avoir une personne qui devrait toujours être à mes côtés, mon mari. Autrefois, Lucas était celui qui me comprenait le mieux. Sans échanger beaucoup de mots, il savait quand j'étais fatiguée, quand j'avais besoin de sa compagnie, ou quand je voulais juste que quelqu'un m'écoute. Ces petites choses, qui semblaient si naturelles avant, me manquaient terriblement maintenant, car, lentement, tout avait changé. Pas de manière drastique. Il n'y a pas eu un grand moment qui a tout détruit. Le changement s'est glissé dans notre vie, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que je réalise que plus rien n'était comme avant. Un soir, je suis rentrée du travail épuisée. La journée avait été incroyablement stressante. J'avais mal à la tête. J'aurais voulu m'effondrer. Dès que je suis entrée dans la maison, je me suis assise sur le canapé, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai essayé de respirer profondément. Lucas était là aussi, confortablement installé, regardant quelque chose sur son téléphone. Je me suis un peu tournée vers lui. « J'ai eu une journée très fatigante, » ai-je dit doucement. Avant, à ce moment-là, il m'aurait immédiatement demandé « Que s'est-il passé ? Viens, raconte-moi. » Mais maintenant, non. Juste une réponse brève. « un simple son, sans même lever les yeux vers moi. » Je me suis tue. J'ai attendu quelques secondes, espérant qu'il poserait quand même une question. Mais rien. Finalement, je me suis levée et je suis allée dans la chambre sans un mot. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à sentir que la distance entre nous devenait de plus en plus réelle. Les jours suivants, ce schéma s'est répété continuellement. Je parlais, il ne répondait que par des phrases laconiques. J'essayais de me rapprocher de lui, il faisait comme s'il était occupé. Et ce qui me faisait le plus mal, c'est qu'il était de plus en plus souvent d'accord avec sa mère. Un matin, je me suis réveillée un peu plus tard. Mon réveil n'avait pas sonné. Ou peut-être étais-je si épuisée que je ne l'avais même pas entendu. Je me suis précipitée dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner le plus vite possible. Mais ma belle-mère était déjà assise à la table de la salle à manger, me regardant avec une expression difficile à décrire. « Tu viens de te lever ?» a-t-elle demandé. « Oui, excusez-moi, je me suis rendormie. » Elle a soupiré bruyamment. Une femme devrait se lever avant son mari. J'ai juste hoché légèrement la tête, essayant de retenir ma réponse. Je me suis mise rapidement à préparer le petit déjeuner, mais je n'avais même pas fini que Lucas est sorti de la chambre.
En voyant la situation, j'espérais qu'il dirait quelque chose, ou au moins qu'il détendrait l'atmosphère. Mais au lieu de me défendre, il s'est joint à elle. C'est vrai que tu fais souvent la grasse matinée ces derniers temps. Ma main s'est arrêtée en l'air. Je me suis lentement tournée vers lui. C'est arrivé seulement aujourd'hui, ai-je murmuré. Mais il ne m'a pas regardé. Il s'est assis, a sorti son téléphone et a continué. Même tu devrais mieux t'organiser. C'était une phrase simple, mais j'ai eu l'impression qu'il confirmait ma culpabilité, sans voir toutes les choses que je faisais pour lui, pour nous. Je n'ai plus répondu, j'ai juste continué à cuisiner, avec une boule de plus en plus grosse dans la gorge. À partir de ce jour, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas voulu admettre jusqu'alors. Lucas ne se tenait plus au milieu. Il commençait à pencher de plus en plus du côté de sa mère, pas à pas. Il prêtait plus d'attention à ce que disait sa mère. Il la croyait plus. Il était plus prompt à être d'accord avec ses jugements. Et moi, je me retrouvais de plus en plus seule, de l'autre côté. Un soir, j'ai rassemblé mon courage et j'ai voulu lui parler dans la chambre. Nous étions seuls. La maison était assez calme. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai essayé de choisir mes mots. « Lucas, j'aimerais te parler. » Il continuait de regarder son téléphone. « De quoi ?» J'ai pris une profonde inspiration. « J'ai l'impression que tu as changé ces derniers temps. » Il s'est arrêté un instant, puis m'a regardé. « Comment ça ?» J'ai hésité un moment. « Je pense à ton comportement avec moi, et avec ta mère. » Quelques secondes de silence ont suivi. J'espérais que cela mènerait à une conversation honnête. Mais ce que j'ai reçu en retour n'a fait que me briser le cœur un peu plus. C'est juste que tu es trop sensible. Cette phrase a coupé court à la conversation comme un couteau. Je suis restée silencieuse. J'ai juste l'impression que... Je n'avais même pas fini qu'il m'a interrompue. Ma mère est une personne âgée, c'est normal qu'elle dise des choses comme ça. Son ton avait changé. Il n'était plus aussi détaché, mais beaucoup plus ferme, beaucoup plus sur la défensive. Et là, à ce moment précis, j'ai vraiment compris. Je n'avais pas seulement perdu le confort de mon foyer. J'avais commencé à perdre l'homme qui aurait dû être mon soutien. Je n'ai pas poursuivi la conversation, car je savais que quoi que je dise, cela ne changerait rien. Ce soir-là, nous nous sommes endormis en silence. Pas de conversation, pas de contact, pas de chaleur. Juste deux personnes allongées dans le même lit, séparées par des années-lumière. J'ai longtemps fixé le plafond, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas en sécurité aux côtés de mon propre mari. Et là, j'ai commencé à comprendre quelque chose de très douloureux. Le problème n'était plus ma belle-mère. Le problème était de savoir qui mon mari avait choisi. Et la réponse, ce n'était pas moi. Étrangère dans ma propre maison. Il y a un sentiment presque impossible à décrire avec des mots. Ce n'est pas une colère déchaînée, ni des sanglots bruyants. C'est le vide. Quand vous êtes dans un endroit qui devrait être votre foyer, mais que vous ne vous sentez plus à votre place. C'est ce que j'ai commencé à ressentir dans cette maison. La maison qui, autrefois, était pleine de rire. La maison qui était si chaleureuse, bien que simple, me semblait maintenant froide et étrangère. J'y vivais encore. Je dormais dans la même chambre. Je suivais les mêmes routines, mais je me sentais comme une locataire tolérée. Le matin, je me levais plus tôt, mais plus pour bien commencer la journée, mais parce que je redoutais le jugement. J'allais directement à la cuisine, je cuisinais rapidement, en m'assurant que tout était parfait avant qu'il ne se réveille. Non pas parce que j'aimais le faire, mais parce que je ne voulais plus entendre de remarques. Chacun de mes gestes semblait épié par des yeux de lynx. La façon dont je posais une cuillère, dont je lavais les assiettes, ou même dont je traversais la maison, tout devait être parfait, car sinon, j'étais sûre de faire quelque chose de mal. Un matin, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu des voix venant du salon. Ma belle-mère parlait avec Lucas. Je ne comprends tout simplement pas les femmes d'aujourd'hui. Elles préfèrent choisir leur carrière plutôt que de s'occuper de la maison. Je suis restée figée. Ma main continuait de bouger automatiquement, mais mes pensées se sont complètement arrêtées. Lucas n'a pas répondu tout de suite. J'ai attendu. J'espérais qu'il dirait quelque chose. Quelque chose de simple comme « Mais elle travaille aussi pour nous. » Mais ce que j'ai entendu, c'est « C'est vrai, beaucoup sont comme ça de nos jours. » Ma main s'est immobilisée. L'eau coulait toujours du robinet, mais je ne pouvais plus bouger. Cette phrase n'était pas forte, pas agressive, mais elle a suffi à me faire sentir anéantie, comme si tout ce que je faisais était complètement sans valeur. J'ai lentement continué la vaisselle, retenant quelque chose qui montait profondément dans ma poitrine. Pas des pleurs, plutôt le sentiment de chuter. À partir de ce jour, j'ai essayé de devenir la plus invisible possible.
Je ne mangeais qu'après qu'ils aient fini. Je m'asseyais dans des endroits où j'étais moins en vue. Je ne parlais que si on me posait une question. Lentement, j'ai même oublié comment rire. Un soir, je suis rentrée encore plus tard que d'habitude. La journée avait été infernale. Quand je suis entrée dans la maison, la lumière du salon était encore allumée. Ma belle-mère était assise là, me fixant. « C'est à cette heure-ci qu'on rentre ?» Sa voix était plate, mais d'autant plus significative. J'avais beaucoup de travail, Martine. Elle a juste secoué lentement la tête. La maison, elle, est laissée à l'abandon. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon sac et je suis allée dans la chambre. Dans la chambre, Lucas était déjà couché, les yeux sur son téléphone. Je me suis arrêtée à la porte et je l'ai regardé quelques secondes. « Tu as mangé ?» ai-je demandé doucement. « J'ai déjà mangé ?» a-t-il répondu sèchement. Il ne m'a pas posé la question en retour, ne s'est pas soucié de savoir comment j'allais. J'ai juste hoché légèrement la tête, même s'il ne me regardait pas. Je me suis assise sur le bord du lit. Mon corps était fatigué, mais mon âme l'était encore plus. Je voulais parler, je voulais raconter, j'aspirais à ce que quelqu'un m'écoute. Mais chaque fois que j'essayais, le résultat était toujours le même. Alors j'ai préféré le silence. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Pas parce que je n'avais pas faim, mais parce que je n'avais même plus l'énergie de m'occuper de moi. Je me suis couchée lentement, le dos tourné à Lucas, et j'ai fixé le mur. Et là, à cet instant, j'ai enfin admis quelque chose que j'avais tenté de refouler jusqu'à présent. Je suis seule. Pas parce qu'il n'y a personne autour de moi, mais parce qu'il n'y a personne qui me voit vraiment. Les jours suivants, ce sentiment n'a fait que s'intensifier. J'ai commencé à sentir que je n'avais plus mon mot à dire sur quoi que ce soit. Quoi que je fasse, c'était toujours mal aux yeux de quelqu'un. Et la personne qui aurait dû me défendre ne faisait que confirmer ce jugement. J'ai essayé de tenir bon, de me convaincre que ce n'était qu'une période difficile, que tout irait mieux. Mais au plus profond de moi, je commençais à perdre espoir. La maison était toujours là. Physiquement, rien n'avait changé. Mais l'atmosphère était complètement différente. Et je ne sentais plus que c'était l'endroit où je rentrais chez moi. C'était plutôt un endroit où j'apprenais ce que c'est que de vivre sans appartenir nulle part. Et je ne savais pas encore que toute cette pression allait bientôt se transformer en une énorme explosion. Quelque chose que je ne pourrais plus tolérer en silence. Une nuit épuisante? Il y a des jours où le corps est épuisé, mais les pensées sont encore plus lourdes. Cette journée était l'une d'entre elles. Dès le petit matin, j'ai senti que rien n'allait comme il fallait. Le travail s'accumulait, mon patron me mettait une pression constante, et je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir un instant au calme. Ma pause déjeuner est passée sans même que je m'en aperçoive, j'ai juste bu une tasse de café, qui me paraissait terriblement amère même sans sucre. Mais ce n'est pas cela qui m'a rendue si épuisée. Ce qui a vraiment pompé toute mon énergie, c'était la conscience qu'après tout cela, je devais rentrer dans un endroit qui ne ressemblait plus du tout à un foyer. Tard le soir, j'étais encore assise devant mon ordinateur. L'écran brillait, les chiffres s'alignaient, mais mes yeux commençaient à se brouiller. « Chloé, il faut que ce soit fini ce soir, compris ?» avait dit mon patron. J'avais juste hoché la tête. Je n'avais pas le choix. Lentement mais sûrement, j'ai accompli la tâche. J'ai lutté contre la somnolence, le mal de tête et l'envie de tout laisser tomber. Quand je me suis enfin levée de ma chaise, l'horloge indiquait presque 21 heures. Le bureau commençait à se vider. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé mon sac et je suis partie. Sur le chemin du retour, je n'écoutais pas de musique comme d'habitude. Je conduisais en silence. Je fixais la route, les lumières tamisées de la ville, et pour la première fois de ma vie, j'ai souhaité que ce trajet dure une éternité. Car je ne voulais pas rentrer vite. Je ne voulais pas ouvrir cette porte, et je ne voulais pas être de nouveau confrontée à cette atmosphère pesante. Mais bien sûr, je suis finalement arrivée. La maison était là, comme toujours. La lumière du porche était allumée. La porte était fermée. Je me suis arrêtée un instant devant la porte. Je serrais la clé dans ma main, mais je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Comme si une partie de mon âme voulait me retenir. Mais je suis quand même entrée. Dès que la porte s'est ouverte, ce n'est pas la chaleur qui m'a accueillie, mais un silence glacial. Le salon était en désordre. Des assiettes sales traînaient sur la table, et la télévision était assez forte. Ma belle-mère était assise sur le canapé, et dès qu'elle m'a vue, elle s'est immédiatement tournée vers moi. « Tu rentres maintenant ?» Sa voix était sans émotion, mais suffisamment chargée pour que le fardeau sur mes épaules devienne encore plus lourd. « Oui, Martine. J'ai fait des heures supplémentaires, » ai-je répondu doucement. Elle a secoué légèrement la tête. «
toujours le travail. Pendant que la maison est dans un état lamentable. J'ai regardé la pièce, les assiettes, les verres, les restes de nourriture. Ils n'avaient vraiment rien rangé derrière eux. Et moi, je venais à peine de franchir la porte. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché légèrement la tête et je suis allée dans la chambre. Lucas n'était pas là. J'ai posé mon sac sur la chaise et je me suis assise sur le bord du lit. J'avais l'impression d'être complètement vidée de mes forces. Presque toute mon énergie avait disparu, mais je savais que je ne pouvais pas encore me reposer. Je suis ressortie, je suis allée dans la cuisine, et j'ai commencé à laver une par une les assiettes sales. L'eau coulait. Les assiettes cliquetaient doucement. Mes mains bougeaient presque mécaniquement, sans que j'y prête vraiment attention. Pendant ce temps, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Lucas rentrait. Il est entré sans même jeter un coup d'œil vers la cuisine, puis s'est assis dans le salon. J'ai attendu. Attendu qu'il me remarque, ou au moins qu'il me dise bonjour, mais rien. Quelques minutes plus tard, je suis finalement sortie de la cuisine. « Tu as mangé » ai-je demandé. Il m'a regardé un instant. Pas encore. Juste 2 mots. J'ai hoché la tête. « D'accord, alors je te prépare quelque chose. » Pas de réponse. Je suis retournée à la cuisine. Avec le peu de force qui me restait, j'ai préparé le dîner. J'ai fait une omelette et grillé quelques tranches de pain. C'était simple, mais au moins j'avais fait quelque chose. Non pas parce que j'étais si forte, mais parce que j'étais habituée à cela. Quand le dîner fut prêt, je l'ai appelé « Lucas, c'est prêt ». Il est venu, s'est assis et a commencé à manger en silence. Il ne m'a même pas regardé. Je suis restée là un instant, puis je me suis assise sur la chaise en face de lui, fixant ma propre assiette vide. Je n'avais pas faim. Ou peu, étais-je trop épuisée pour le sentir. Le silence régnait, seulement brisé par le bruit de la fourchette et le son de la télévision qui filtrait du salon. Et dans ce silence, j'ai soudainement réalisé quelque chose. Cette journée n'était pas seulement fatigante à cause du travail, mais parce que je devais constamment être forte dans un endroit qui ne me donnait aucune raison de rester. Après que Lucas eut fini de manger, il s'est levé sans un mot et est allé directement dans la chambre. Je suis restée assise un moment, quelques secondes, quelques minutes. Je ne sais pas. Je savais juste que j'étais terriblement seule. Finalement, je me suis levée. J'ai nettoyé la table, j'ai refait la vaisselle. J'ai tout fait comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, alors qu'au fond de moi, je n'avais presque plus de force. Ce soir-là, je me suis couchée beaucoup plus tard. Lucas était déjà au lit. J'ai éteint la lumière et je me suis glissée à ses côtés. Comme d'habitude, en lui tournant le dos, mais cette nuit était différente. Une tension suffocante flottait dans l'air, comme si tout ce que j'avais gardé en moi était sur le point d'exploser, et je savais que cette situation ne pourrait plus durer longtemps, car après cette nuit, quelque chose devait arriver. Quelque chose que je ne serais plus capable de supporter. Et quand ce moment viendrait, je ne resterais plus silencieuse. Le début de la dispute, ce matin-là, je me suis réveillée avec un sentiment très étrange. Je n'étais ni en colère ni triste, comme d'habitude. J'étais plutôt complètement vide, comme si quelque chose en moi avait définitivement abandonné tout espoir. J'ai suivi ma routine habituelle. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner. Mais cette fois, je ne me suis pas pressée. Je bougeais lentement, sans pression, sans essayer d'être parfaite. Car pour la première fois de ma vie, je ne voulais plus plaire à personne. Alors que l'eau pour le thé était presque à ébullition, j'ai entendu des pas derrière moi. Ma belle-mère. Elle s'est arrêtée à l'entrée de la cuisine et m'a observée en silence. Pendant quelques secondes, le silence a régné. Puis, comme toujours, est venue la phrase habituelle. « Tu es devenue bien à ton aise ces derniers temps. » Ma main s'est figée en l'air. Je tenais toujours la cuillère, mais mes pensées s'éparpillaient. « Je prépare juste le petit déjeuner, Martine, » ai-je répondu doucement. Elle a fait un pas de plus dans la cuisine. « tu cuisines, mais il faudrait aussi faire attention à la maison. » Je me suis lentement tournée vers elle. « Cette maison, je la nettoie aussi, Martine. » Cette phrase m'a échappé sans que je l'aie planifiée. Elle n'était pas forte, je n'ai pas crié, mais elle a suffi à changer brusquement l'atmosphère. Ma belle-mère m'a immédiatement regardée d'un air plus vif. « Oh, alors maintenant on commence à compter ?» Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas dire ça. Ou peu, être que si finalement, car jusqu'à présent je m'étais toujours tue. Mais ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai riposté. « Je suis juste terriblement fatiguée, Martine, » ai-je finalement dit. Elle a soupiré bruyamment. Fatiguée. Une femme ne devrait pas chercher autant d'excuses. C'était une phrase simple,
Mais cette fois, je ne l'ai pas sentie légère. Quelque chose a bougé en moi. Pas une grande explosion, mais comme une fissure qui s'élargit lentement. J'ai posé la cuillère sur la table et je l'ai regardée dans les yeux. Un peu plus longtemps que d'habitude. Je travaille aussi pour cette maison, Martine. Silence de mort. Ma phrase flottait dans l'air. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé la tête. J'ai soutenu son regard. Elle a esquissé un léger sourire, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un rictus moqueur, accusateur. Cette maison n'est pas seulement ton mérite. J'ai pris une profonde inspiration. Ma poitrine a commencé à se serrer. Pas de peur, mais parce que tout ce que j'avais refoulé jusqu'à présent voulait remonter à la surface. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai même pas pu finir ma phrase qu'elle m'a coupée. Mais ton comportement le montre bien. La cuisine m'a soudain semblé si étroite, comme si l'air manquait. Et puis, j'ai entendu d'autres pas. Lucas est entré dans la cuisine. Il nous a regardés. « Qu'est-ce qui se passe ici » a-t-il demandé. Je l'ai regardé. C'était le moment. Le moment où j'espérais qu'il verrait enfin ce que je vivais, qu'il me comprendrait. Ta mère dit que... Mais avant que je ne puisse finir, ma belle-mère a pris la parole. Demande à ta femme. Maintenant, elle ose me répondre. Son ton n'avait changé. Il n'était plus aussi plat, mais beaucoup plus tranchant et menaçant. Lucas m'a regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé de rester calme. J'ai juste dit que j'étais fatiguée. Il a soupiré. Oh, arrête de faire une montagne d'une taupinière. Cette phrase a tout coupé, comme une paire de ciseaux. Je suis restée là, silencieuse. Comme toujours, maintenant aussi, tout ce qui m'arrivait ne semblait être qu'un détail à ses yeux, comme si mes sentiments ne comptaient absolument pas. Je n'exagère pas. Ma voix a commencé à trembler. Mais je suis aussi un être humain, Lucas. Pour la première fois de ma vie, je lui ai parlé si honnêtement, si ouvertement. Et c'est peu? Être justement ça qui a tout changé. Lucas m'a longuement fixé avec des yeux perçants. Bon, et qu'est-ce que tu veux au juste? Ce n'était plus une question, mais un défi. Je n'ai pas répondu tout de suite, car en vérité, je ne savais plus moi-même ce que je voulais. Je voulais juste qu'on m'écoute, qu'on me comprenne, que je sente que j'existais. Mais ces mots semblaient trop lourds à prononcer. Je veux juste que tu me comprennes. Ai-je finalement chuchoté. Le silence s'est fait. Quelques secondes plus tard, Lucas a ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il me méprisait complètement. Tu es juste trop sensible, tu surréagis. Cette phrase n'était pas le point final. C'était le point où quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère. Je suis juste restée là, silencieuse. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai plus ressenti le besoin de réparer les choses. Car j'ai réalisé que le problème ne venait plus de malentendus, mais du fait que plus personne ne me prendrait jamais au sérieux dans cette maison. Et ce matin, qui avait commencé de manière tout à fait ordinaire, s'est transformé en autre chose. Non pas parce que nous avons crié l'un sur l'autre, non pas parce qu'un énorme scandale a éclaté, mais parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'espérer. Et c'était bien plus dangereux que tout, car ce qui a suivi n'était plus une simple dispute, mais quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Les mots qui ont tout détruit. Après ce matin-là, plus rien n'a été comme avant. Il n'y a pas eu d'excuses. Personne n'a essayé d'apaiser la tension. Seul le silence est resté. Mais ce n'était pas un silence apaisant. C'était un silence plein de distance. Un silence qui était comme un mur épais, impénétrable, de plus en plus haut, de plus en plus épais. Je continuais ma vie quotidienne. J'allais travailler, j'accomplissais mes tâches, je souriais aux gens comme si tout allait pour le mieux, car ce n'est qu'en dehors de la maison que je me sentais normale. Mais dès que je rentrais, tout était de nouveau sens dessus-dessous. Ce soir-là, je suis rentrée un peu plus tôt que d'habitude. J'ai ouvert doucement la porte. À l'intérieur, un silence de mort. La télévision était éteinte. Seule une lumière tamisée éclairait le salon. Je suis entrée lentement, et Lucas était là. Assis seul sur le canapé, le regard vide, fixant le lointain. Un instant, j'ai cru que c'était peu. Être une chance. Une chance de parler, de tout arranger. Je me suis approchée. Lucas. Il ne s'est pas tourné vers moi tout de suite. Quoi? Sa voix était plate et sans émotion. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui et je l'ai regardé. Je ne veux pas que nous continuions comme ça. Il s'est enfin tourné vers moi. Il était impossible de lire son expression. Comme quoi? J'ai pris une profonde inspiration. Nous sommes comme deux étrangers. Silence. Quelques secondes ont passé et j'attendais. J'espérais que cette fois, il s'ouvrirait enfin. Mais ce qui a suivi a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Il a esquissé un léger sourire.
Mais ce n'était pas un sourire sincère et gentil. C'était un sourire qui retenait quelque chose. Oui. Et qu'est-ce que tu veux? Encore cette question. Je l'ai regardé. Je veux juste que nous soyons de nouveau comme avant. Ces mots sont sortis de ma bouche lentement, doucement. Sincèrement, sans colère, sans aucune exigence. Juste un simple désir. Mais sa réaction m'a complètement anéanti. Il a ri doucement. Comme avant? Tu crois vraiment qu'en un claquement de doigts, tout va redevenir comme avant? Je suis restée figée. J'ai changé parce que tu as changé aussi, Chloé. Cette phrase m'a fait froid en des sourcils. Moi? Il a hoché la tête fermement. Oui, toi. Ces derniers temps, tu n'es occupé qu'avec ton travail. Tu rentres tard. Et la maison est laissée à l'abandon. Chacun de ces mots était comme un réquisitoire cruel et tranchant. J'ai essayé d'expliquer. Je travaille pour nous, Lucas. Mais il faudrait aussi s'occuper de la maison. Il a haussé la voix. Et à ce moment-là, pour la première fois de notre vie, notre conversation s'est vraiment transformée en dispute. Mais c'est moi qui nettoie la maison aussi. Ma voix a tremblé. Mais ça, tu ne le remarques jamais. Il s'est soudainement levé d'un bond, me fixant avec des yeux perçants. Parce qu'il n'y a rien à remarquer. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poignard en plein cœur. Je me suis lentement levée à mon tour, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma poitrine se serrait. Pas de colère, mais parce que je ne trouvais plus les mots. Qu'est-ce que je devrais faire pour que tu le vois? Ai-je chuchoté, fatiguée, mais pleine de douleur. Et c'est là qu'il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, jamais. Tu n'es qu'une personne tolérée dans cette maison. Silence. Le monde semblait s'être complètement arrêté. Je n'ai pas réagi tout de suite. Mon cerveau a mis du temps à comprendre ces mots. Je suis, quoi? Ma voix était à peine audible. Il a maintenu le contact visuel sans hésiter. Oui, ne crois pas que tu aies tant de droits que ça ici. Cette phrase a tout détruit. Pas seulement mes sentiments, mais tout ce à quoi je m'étais accroché jusqu'à présent, tout ce que je croyais que nous avions construit ensemble. Je l'ai regardé, essayant de trouver en lui des traces de ce Lucas que j'avais connu, qui s'était un jour tenu à mes côtés, et qui avait dit, devant la porte d'entrée, « C'est notre maison !» Mais celui que je voyais maintenant n'était plus le même homme. Je n'ai pas pleuré. Du moins pas tout de suite. Car la douleur était trop profonde. Plus profonde que ce que de simples larmes auraient pu exprimer. Je suis juste restée là, silencieuse. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment senti que je n'avais pas ma place dans cette maison, dans cette relation, et même dans sa vie. J'ai pris une très profonde inspiration, j'ai tout ravalé et j'ai juste dit « D'accord ». Un seul mot, sans émotion, sans aucune protestation. Mais dans ce mot, quelque chose avait changé. Non pas parce que j'abandonnais, mais parce que je commençais à tout lâcher. Et il ne s'en doutait même pas. Il ne savait pas que la phrase qu'il venait de prononcer était le début de quelque chose qu'il ne pourrait lui-même plus jamais réparer. Et c'est là que j'ai enfin compris quelque chose. Je ne perdais pas une maison. Je perdais la raison pour laquelle j'étais restée jusqu'à présent. Et ce qui allait se passer ensuite ne serait plus jamais pareil. La gifle. Je pensais qu'après ces mots, plus rien ne pourrait me faire plus mal. Je me trompais. Car il s'est avéré qu'il n'y a rien de plus cruel que les actes. Ce soir-là, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Après notre conversation, plus personne n'a dit un mot. Je suis entrée la première dans la chambre. Je me suis assise sur le bord du lit, mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Les mots de Lucas résonnaient sans cesse dans mes oreilles. « Tu n'es qu'une personne tolérée dans cette maison. » Cette phrase tournait en boucle dans ma tête, comme si elle ne voulait pas disparaître. Pendant de longues minutes, j'ai fixé le sol, essayant de me calmer, essayant de me convaincre que tout était encore réparable, que ce n'était qu'une explosion de colère soudaine, qu'il ne le pensait pas sérieusement. Mais plus j'essayais, plus il devenait clair que ce n'était plus un simple détail. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre s'est ouverte. Lucas est entré et, sans même me regarder, s'est dirigé droit vers l'armoire. Je l'ai regardé. Il y avait quelque chose en moi qui voulait encore essayer, qui voulait encore réparer tout ça. Lucas. Il n'a pas répondu. Je me suis lentement levée. Tu penses vraiment que je ne suis qu'une invitée tolérée ici? Ma voix était basse, presque un murmure. Il s'est arrêté, puis s'est tourné vers moi. Son regard était froid. C'est toi-même qui as créé tout ça. J'ai secoué doucement la tête. Je travaillais juste pour nous. Je n'avais même pas fini ma phrase que j'ai entendu des voix venant du salon. Lucas! C'était la voix de ma belle-mère, tranchante et tendue, comme si un drame immense venait de se produire. Lucas s'est précipité hors de la chambre. Je suis restée là un instant, avant de le suivre. Dans le salon, l'ambiance avait complètement changé.
Ma belle-mère se tenait là, le visage tendu. Je ne tolérerai pas qu'elle me réponde comme elle l'a fait ce matin, a-t-elle dit en me montrant du doigt. Je suis restée sans voix. Lucas s'est tourné vers moi. Son regard a changé, il est devenu plus vif, plus dur. Alors maintenant, tu oses aussi répondre à ma mère? J'ai immédiatement secoué la tête. Je n'ai pas répondu, j'ai juste. Juste quoi? A-t-il haussé la voix. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu sincèrement peur de lui. J'ai essayé de rester calme. J'ai juste expliqué que. Mais tu as été irrespectueuse, m'a coupé sa mère. Je les ai regardés tous les deux. J'avais l'impression d'être seule face à deux personnes qui avaient définitivement choisi le même camp. Ma poitrine a commencé à se serrer. Je ne voulais pas être irrespectueuse. Et puis, tout s'est passé si vite. Lucas s'est approché de moi, a levé la main, et... Clac! Le son a résonné dans le salon. Fort, sec, assourdissant. Un instant, le monde semblait s'être arrêté. Je n'ai même pas senti la douleur tout de suite. Ce que j'ai senti, c'est le silence de mort. Comme si le monde avait soudainement perdu sa voix. Je suis juste restée là, silencieuse. Mon visage tourné sur le côté par la force du coup. J'ai lentement ramené ma tête en avant. J'ai regardé droit dans les yeux de Lucas, mon propre mari. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais de choc. Il m'avait frappé. Ce n'était pas seulement une erreur commise sous le coup de la colère. Il l'avait fait sous les yeux de sa mère. Et ce qui faisait le plus mal, c'est qu'il n'y avait aucune trace de regret sur son visage. Il ne se sentait pas coupable. Il n'y avait que de la colère. « Je ne veux pas que tu sois irrespectueuse envers ma mère !» a-t-il crié. Je l'ai regardé. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux, mais elles ne coulaient pas encore, car ce que je ressentais maintenant était bien plus grand que de la simple tristesse. Quelque chose en moi s'était définitivement brisé, réduit en miettes. J'ai tourné légèrement la tête vers ma belle-mère. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a pas essayé d'arrêter son fils. On ne voyait même pas de choc sur son visage. Elle était juste là, silencieuse. Et c'était amplement suffisant pour que je comprenne tout. Je me suis retournée vers Lucas, et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas regardé comme l'homme que j'aimais, mais comme l'homme qui m'avait fait du mal. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essayé de me contenir, mais finalement, une larme a coulé sur ma joue. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'ai enfin réalisé que tout ce que je croyais pouvoir réparer ne pouvait plus être sauvé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas riposté. J'ai juste dit une seule phrase, doucement, mais qui contenait tous mes sentiments. Et à partir de cet instant, j'ai su que je ne le regarderais plus jamais comme avant. Car cette gifle n'avait pas seulement touché mon visage. Elle avait aussi pulvérisé tout ce qui restait entre nous. Et ce qui s'est passé ensuite n'était plus une question de rester, mais de partir. La phrase qui m'a chassée. Après la gifle, plus rien n'était comme avant. Pas seulement l'atmosphère de la maison, pas seulement la façon dont je regardais Lucas, mais aussi la façon dont je me voyais moi-même. J'étais toujours debout dans le salon. Les larmes coulaient maintenant en flots sur mon visage, mais je n'ai même pas essayé de les essuyer. Car pour la première fois de ma vie, je ne ressentais plus le besoin de paraître forte devant eux. J'étais juste fatiguée. Fatiguée de m'accrocher à une relation qui m'avait depuis longtemps abandonnée. Lucas se tenait toujours devant moi. Sa respiration était un peu saccadée. La colère brillait encore dans ses yeux. Pendant ce temps, sa mère restait là, immobile, observant en silence, comme si tout cela était une chose tout à fait normale. J'ai longuement fixé Lucas. J'ai essayé de découvrir en lui une parcelle de cet homme en qui j'avais autrefois eu confiance. Mais celui que je voyais maintenant était un parfait inconnu. « Lucas !» ai-je chuchoté, ma voix à peine audible. « C'est ça que tu veux ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste regardé avec une expression d'où il m'était désormais impossible de déchiffrer quoi que ce soit. Quelques secondes de silence ont suivi. Puis il a dit quelque chose. Quelque chose qui a mis un point final à tout. « Si ça ne te plaît pas, tu prends tes clics et tes claques et tu fuis le camp de cette maison. » Silence de mort. La phrase a été prononcée comme ça, sans hésitation, sans regret. Et un instant, je suis restée figée, paralysée. Non pas parce que je n'avais pas compris, mais parce que je n'aurais jamais pensé entendre ça de lui. De cet homme qui s'était tenu autrefois devant la porte d'entrée de cette maison et avait dit « C'est notre maison ». Et maintenant, c'est lui qui me chassait de cette même maison. Je l'ai juste regardé, essayant de m'assurer que je n'avais pas mal entendu. « Tu es sérieux ?» ai-je chuchoté. Il n'a pas détourné le regard. « Oui. Si tu ne peux pas respecter ma mère, tu ferais mieux de dégager. » Cette phrase n'a fait que confirmer les faits. Il ne l'avait pas dit sous le coup de la colère. C'était un choix, et il avait déjà pris sa décision.
Et ce n'était pas moi. Ma poitrine s'est serrée. Pas seulement de tristesse, mais parce que tout était devenu limpide. Je n'avais plus ma place ici. J'ai regardé ma belle-mère. J'espérais qu'il y avait peu, être un peu d'humanité en elle, qu'elle le retiendrait peu, être, juste un peu. Mais non, elle était juste là, silencieuse. Et ce silence était plus assourdissant que n'importe quel cri. Je me suis retournée vers Lucas. Mes larmes coulaient toujours, mais mon visage s'est apaisé. Non pas parce que tout allait bien, mais parce que j'étais arrivée au point où je ne voulais plus me battre seule. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai hoché légèrement la tête. D'accord. Juste ce seul mot. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas de supplication, pas d'espoir. Juste une pure détermination. J'ai vu une lueur de surprise sur le visage de Lucas. Être s'attendait-il à ce que je proteste, ou que je me mette à sangloter bruyamment. Mais non, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste tourné les talons et je suis allée dans la chambre. Mes pas étaient lents, mais assurés. Bien que chaque pas pesait une tonne. Non pas parce que je doutais, mais parce que je laissais derrière moi quelque chose qui, autrefois, avait été plus important que tout pour moi. Dans la chambre, je suis restée debout quelques secondes de plus. J'ai regardé autour de moi. Le lit, l'armoire, les petits coins auxquels tant de souvenirs étaient liés. Tout semblait identique. Et pourtant, c'était différent. Je n'ai pas emporté grand-chose. J'ai juste pris un petit sac. J'y ai jeté quelques vêtements, mon portefeuille et mon téléphone. Je ne voulais pas emporter beaucoup de choses, car le plus lourd n'était pas les objets, mais les souvenirs. Quand je suis sortie de la chambre, Lucas était toujours dans le salon. Il m'a regardé. « Arrête ton cinéma », a-t-il lancé. Je me suis arrêtée un instant, je l'ai regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, ni triste. C'était un sourire lourd de sens. « Ne t'inquiète pas, je ne reviendrai pas », ai-je dit doucement. Cette phrase l'a complètement réduite au silence. Je n'ai pas attendu sa réaction. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. L'air frais de la nuit a immédiatement frappé mon visage. Il faisait froid, mais pour une raison que j'ignorais, c'était bien plus libérateur que l'intérieur. J'ai franchi le seuil sans me retourner. Car je savais que si je regardais en arrière, je pourrais hésiter. Et ce soir-là, je suis partie pour de bon. Non seulement de cette maison, mais de tout ce qui m'avait fait du mal jusqu'à présent. Et il ne se doutait même pas que mon départ n'était pas la fin, mais le début de quelque chose qui allait tout changer. Une décision inattendue. Ce soir-là, les routes semblaient beaucoup plus longues que d'habitude. Les lumières de la ville scintillaient faiblement. Les gens étaient encore dans les rues. Ils se dépêchaient, allaient et venaient, comme si le monde continuait de tourner selon son propre ordre. Et le monde, en effet, ne s'était pas arrêté. C'est juste mon propre petit monde qui venait d'être mis sens dessus-dessous, géré sans but dans la nuit. Le petit sac de voyage était léger dans ma main, mais mes pas étaient lourds. Non pas parce que je regrettais ce que j'avais fait, mais parce que je venais de laisser derrière moi l'endroit que j'avais longtemps cru être mon foyer. Le vent nocturne soufflait sur mon visage. Il faisait froid, mais étrangement ce n'était pas désagréable, car ce froid extérieur n'approchait même pas l'atmosphère glaciale qui régnait dans cette maison. Je me suis arrêtée au bord de la route, et j'ai pris une très profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, il n'y avait aucune voix critique, aucun regard scrutateur. Il n'y avait personne pour me faire sentir coupable, juste moi et la nuit. Et là, dans la rue, j'ai recommencé à ressentir quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. La paix. Pas encore le bonheur. Il faudrait du temps pour ça. Mais une incroyable légèreté, comme si on m'avait enlevé une énorme pierre de la poitrine. Je me suis assise sur un petit banc, près d'un arrêt de bus. Je regardais la route, les voitures qui passaient, les scooters, les gens plongés dans leur propre vie. Et enfin, je pouvais être moi-même en silence, sans avoir à faire semblant d'être forte. Je serrais mon téléphone dans ma main. De nombreux messages de mon travail, de quelques numéros sans importance aussi. Mais pas un seul de Lucas. J'ai souri, non pas parce que j'attendais son message, mais parce que j'ai réalisé à quel point je ne comptais plus pour eux. Et ce qui était le plus étrange, c'est que cela ne me faisait plus aussi mal qu'avant. Car maintenant, je savais exactement où nous en étions. J'ai ouvert l'application de ma banque mobile. Je fixais ces chiffres qui avaient si longtemps fait partie de mon quotidien. La mensualité du prêt immobilier, les dates d'échéance. Tout était là, noir sur blanc. J'ai soupiré doucement. Pour la première fois de ma vie, je regardais tout cela d'un point de vue complètement différent. Non plus comme un lourd fardeau, mais comme un outil qui me donnait le contrôle. J'avais longtemps cru que je n'étais qu'une victime tolérée, mais en réalité,
C'était moi qui avais toujours tout contrôlé. J'ai fermé l'application, j'ai de nouveau regardé la route, et là, à cet arrêt de bus, le plan est né en moi. Ce n'était pas un plan de vengeance mesquine, ni une simple fuite. C'était une décision ferme. La décision de ne pas revenir. La décision de ne pas me laisser retenir dans un endroit où mon existence était méprisée. Et cette décision devenait de plus en plus claire dans ma tête. Je me suis levée et j'ai pris une profonde inspiration, comme si je commençais quelque chose de complètement nouveau dans ma vie. Je n'ai plus pleuré. Mes larmes avaient toutes coulé ce soir-là. Maintenant, il ne restait plus que moi. Et c'était amplement suffisant. Les jours suivants, j'ai logé dans un hébergement temporaire. Ce n'était ni grand ni luxueux, mais c'était juste assez pour que je puisse enfin dormir en paix et me réveiller sans peur. Je vivais mon quotidien, comme tout le monde. J'allais travailler, puis je rentrais. Il y avait le silence, mais avec une grande différence. Je ne me sentais plus constamment observée. Je ne sentais plus que je devais prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et lentement mais sûrement, je me suis retrouvée. Au travail aussi, je suis devenue beaucoup plus concentrée et sereine. Mon patron m'a même fait la remarque. Vous avez changé, Chloé. Vous dégagez quelque chose de complètement différent. J'ai juste souri, car je savais que ce n'était pas mon travail qui avait changé, mais ma vie. Pendant ce temps, je n'ai même pas essayé de contacter Lucas. Pas une seule fois. Non pas parce que je le haïssais, mais parce que pour moi, tout cela était déjà clos. Et au milieu de tout ça, il y avait une chose dont il n'avait aucune idée. Quelque chose que j'avais réglé bien avant cette nuit dramatique. Quelque chose qui allait tout mettre sens dessus-dessous. Et quand ce moment viendrait, je n'aurais pas besoin de me mettre en colère, de riposter, car la simple réalité suffirait. Et ils allaient en faire l'expérience par eux-mêmes, sans que j'aie à dire un seul mot. Le secret que je gardais, toutes les décisions ne naissent pas d'une impulsion soudaine ou d'une colère déchaînée. Il y en a qui sont mûries par la fatigue refoulée, par les humiliations longtemps supportées. Ma décision n'est pas née ce soir-là. Pas à cause de la gifle, pas à cause de l'expulsion, mais bien plutôt, à cause des choses qui avaient précédé de loin cette nuit. Des semaines avant que je ne quitte définitivement cette maison, je sentais déjà que quelque chose devait changer. Non pas parce que je voulais le quitter, mais parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester dans un environnement qui me consumait lentement. Au début, ce n'était que de vagues pensées. Et si je n'étais plus là? J'essayais de les chasser. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une période difficile, que Lucas redeviendrait celui qu'il était avant. Mais chaque jour, c'est le contraire qui se produisait. Les remarques sarcastiques, les regards silencieusement accusateurs, tout cela ne faisait que s'accumuler. Et sans que j'en prenne conscience, j'ai commencé à me préparer au pire. Je ne me suis pas rebellée ouvertement. C'est en silence, en coulisses, que j'ai commencé à examiner les papiers de la maison. L'acte de propriété, le contrat de vente, les documents du prêt. Tout était exclusivement à mon nom. Car lorsque nous avions acheté, Lucas n'avait pas encore de revenus stables et déclarés. À l'époque, je n'en avais pas fait un problème. Je pensais que peu importait au nom de qui c'était, puisque nous étions une famille. Mais maintenant, j'examinais tout cela d'un point de vue complètement différent. J'ai commencé à réfléchir à ce qu'il adviendrait de la maison si je devais vraiment partir. Continuerais-je à payer le crédit pour un bien qui, émotionnellement, n'était même plus le mien? Ou devais-je faire quelque chose? Ces questions tournaient sans cesse dans ma tête, jusqu'à ce que je fasse le premier pas. J'ai contacté quelqu'un. Pas mes amis, pas ma famille. Mais quelqu'un qui avait le pouvoir et l'influence nécessaires. Mon patron. Au bureau, il était connu comme un homme ferme, strict et peu loquace. Beaucoup de mes collègues le craignaient un peu. Mais c'est précisément pour cela que je lui faisais confiance. Il n'est pas du genre à se laisser influencer par les émotions. Il traite tout comme une décision d'affaires rationnelle. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ce jour-là, je suis entrée dans son bureau. Mon cœur battait la chamade. Pas de peur, mais parce que je savais que ce dont nous allions parler allait tout changer. « Monsieur, j'aimerais vous parler d'une affaire personnelle, en dehors du travail, » ai-je dit doucement. Il a levé les yeux vers moi. « Je vous écoute. » J'ai pris une profonde inspiration. « Je veux vendre ma maison. » Silence de mort. Il n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste toisé, comme pour évaluer ma détermination. « Pourquoi » a-t-il finalement demandé, brièvement. Je ne me suis pas lancée dans de longues explications. Je n'ai pas raconté l'histoire de mon mariage brisé, de ma belle-mère. J'ai juste dit « J'ai besoin d'une solution rapide et décisive. » Il a hoché légèrement la tête. « Les papiers sont en règle ?» « Tout est en règle. Je suis l'unique propriétaire. » Les jours suivants, les événements se sont accélérés. Tout est allé plus vite que je ne l'aurais cru.
Estimation, négociation, puis l'accord. Il n'y a eu ni drame, ni doute. Tout était clair. Et le jour est arrivé où j'ai signé ces papiers qui, en secret, ont changé ma vie. La maison était officiellement vendue. Elle n'était plus à moi. Et surtout, elle n'était plus à eux non plus. Bien sûr, je n'en ai parlé à personne. Ni à Lucas, ni à sa mère. Je savais que si je le disais, cela aurait été suivi de disputes terribles, d'accusations. C'est pourquoi j'ai choisi le silence. Et j'ai attendu. Je n'attendais pas de pouvoir me venger. J'attendais le bon moment. Et le bon moment est arrivé bien plus tôt que je ne l'aurais jamais imaginé. Cette nuit-là, quand ils m'ont chassé de la maison, je savais déjà quelque chose de très important. Je n'avais rien perdu, car c'est moi qui, des semaines auparavant, avais déjà tout lâché, bien avant qu'ils ne prononcent les mots fatidiques. Et eux sont restés dans la maison, croyant que la maison était à eux, qu'ils contrôlaient encore tout, alors qu'en réalité, tout avait déjà changé. Ils ne le savaient juste pas encore. Je n'avais pas besoin de me mettre en colère, pas besoin de riposter, car les événements allaient bientôt parler d'eux-mêmes. Et quand le moment viendrait, je n'aurais qu'à observer en silence, sans prononcer un seul mot. Le jour de l'expulsion, 2 semaines après avoir quitté la maison, ma vie était devenue plus paisible que je ne l'aurais jamais imaginé. Il n'y avait plus de voix qui me blessaient constamment, plus de regards qui me faisaient sentir coupable. Je n'avais plus à craindre ce qui m'attendait si je rentrais tard du travail. Je me suis lentement habituée à la solitude. Le matin, je me réveillais calmement. J'allais travailler sans fardeau, et je rentrais dans un endroit qui, bien que temporaire et simple, était enfin mon havre de paix. Pour la première fois de ma vie, je ressentais une véritable paix intérieure. Pendant ce temps, quelque part ailleurs, dans la maison où j'habitais autrefois, tout continuait comme d'habitude. Lucas et sa mère y vivaient, vacants à leurs occupations quotidiennes, ils prenaient leur petit déjeuner, regardaient la télévision, partaient au travail, comme si de rien n'était. Pour eux, c'était juste que l'épouse qu'ils avaient mise à la porte était partie, et la maison leur appartenait enfin. Jusqu'à ce jour, ce matin-là, tout avait commencé dans le même silence. La porte d'entrée était fermée, la rue déserte. Puis, soudain, une voiture s'est arrêtée devant la maison. Pas une voiture ordinaire. Une voiture noire, élégante, qui montrait immédiatement que les choses étaient sérieuses. 2 hommes en costume en sont sortis, un dossier à la main. D'un pas assuré et calme, ils se sont dirigés vers la porte. Ils ont frappé. À l'intérieur, on a entendu le bruit de pas. La porte s'est ouverte. Lucas se tenait là, face à 2 inconnus. « Oui. En quoi puis-je vous aider » a-t-il demandé surpris. L'un des hommes a hoché la tête, poliment mais fermement. « Bonjour. Nous venons de la part du nouveau propriétaire de la maison. » Silence. Cette phrase n'était pas si simple à assimiler du premier coup. « Nouveau propriétaire » a redemandé Lucas, son ton changeant déjà. « Oui. Nous sommes venus vous remettre une notification officielle. » L'homme a ouvert son dossier, en a sorti quelques documents et les lui a tendus. Lucas a pris les papiers, a commencé à les lire. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Son expression changeait de seconde en seconde. « Mais qu'est-ce que c'est que ça » a-t-il haussé la voix. L'homme a gardé son sang-froid. Le titre de propriété de la maison a changé il y a 2 semaines. Silence de mort. Comme si le monde s'était effondré d'un instant à l'autre. « C'est impossible » a murmuré Lucas, complètement sous le choc. Pendant ce temps, à l'intérieur, sa mère est sortie de sa chambre. « Qu'est-ce qui se passe ici » Lucas n'a pas pu répondre tout de suite. Son regard était fixé sur les papiers. Peut-être espérait-il que ce n'était qu'une mauvaise blague, que les papiers allaient changer. Mais non, tout était là, noir sur blanc, des documents officiels, légaux. Elle a vendu elle a L'homme est resté calme. L'ancienne propriétaire a réglé toutes les procédures légales. Notre rôle est simplement d'entamer le processus de transfert. L'ancienne propriétaire. La voix de sa mère tremblait déjà. Qui ça ? Silence. Pendant quelques longues secondes. Il n'y avait pas besoin de longues explications, car une seule personne pouvait être en cause. Chloé. La main de Lucas s'est mise à trembler. Il a immédiatement cherché dans sa poche, a sorti son téléphone, a trouvé mon nom dans ses contacts et a lancé un appel. Il a attendu. Moi, à l'autre bout de la ville, je regardais simplement l'écran de mon mobile. Son nom s'est affiché, mais je n'ai même pas touché le téléphone. Et dans cette maison, la panique grandissait. Conformément à l'accord, nous vous accordons un court délai pour vider les lieux, a dit l'homme. Sa voix était toujours complètement dénuée d'émotion.
Pas de compassion, pas de compromis. Si le transfert n'est pas effectué dans le délai imparti, nous devrons faire appel aux autorités. La phrase sonnait comme un jugement final, irrévocable. Il n'y avait pas de place pour la discussion, pas d'échappatoire. Juste la réalité froide. Cette maison, dont la porte leur avait autrefois offert refuge et chaleur, était maintenant en train de s'effondrer sur eux. Je n'étais pas là. Je n'ai pas vu comment ils ont affronté la vérité. Mais je savais exactement ce qui se passait. Et ce n'était que le début de leur culpabilité tardive. Le remords tardif, après le départ des hommes, la maison n'était plus la même. Non pas parce que les meubles avaient changé d'apparence, mais parce que la réalité implacable avait franchi la porte, et il n'était plus possible de l'ignorer. Lucas se tenait près de la porte d'entrée. Les documents officiels étaient toujours dans sa main. Un simple morceau de papier, mais à cet instant, il était devenu un jugement irréversible. Sa mère s'est effondrée sur une chaise, le visage blême. Ses yeux vifs et scrutateurs avaient perdu toute leur force. « Qu'est-ce que tout ça veut dire » a-t-elle demandé d'une voix éteinte. Ce n'était plus la voix accusatrice et autoritaire d'avant. Juste celle d'une vieille femme brisée et désespérée. Lucas n'a pas répondu. Il continuait à parcourir le document, comme s'il cherchait encore une erreur. Mais il n'en a trouvé aucune. Tout était parfaitement clair et sans équivoque. Le nom du nouveau propriétaire, la date de la transaction, les signatures. Et ce qui était le plus clair, c'était le nom du vendeur, Chloé. La main de Lucas tremblait si fort qu'il peinait à tenir le papier. Il a de nouveau sorti son téléphone et a commencé à m'appeler. La sonnerie a retenti 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais aucune réponse n'est venue. « Décroche, allez » marmonnait-il, presque suppliant. Mais la ligne est restée muette. Il a réessayé, encore et encore, mais le résultat était toujours le même, le vide. De l'autre côté, je voyais son nom s'afficher encore et encore sur mon écran. Il sonnait sans arrêt, mais je le fixais, le visage impassible. Je ne décrochais pas, non pas pour me venger, ni parce que je voulais qu'il souffre, mais simplement parce que j'avais déjà tout clos en moi. À la maison, pendant ce temps, le désespoir grandissait. « Alors, c'est elle qui a vendu la maison ?» a demandé sa mère en tremblant. Lucas a hoché la tête en silence. Mais comment a-t-elle pu le faire? Sans un mot, a-t-elle presque crié de désespoir. « Je ne sais pas, » a-t-il répliqué sèchement. Pour la première fois de sa vie, Lucas avait perdu le contrôle, sa confiance en lui. Il a commencé à faire les 100 pas dans le salon, serrant toujours son téléphone dans sa main. Mais pourquoi? Comment a-t-elle pu faire ça? Ces questions résonnaient bruyamment dans la pièce, mais personne n'avait la réponse. Ou peut être que si, car la réponse était infiniment simple. Parce que cette maison était à moi. Un fait qu'il n'avait jamais pris en compte, jamais respecté. Sa mère s'est lentement levée, les jambes tremblantes. Alors, nous aussi, on doit partir de cette maison? Cette question était quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, même dans leur pire cauchemar. Car jusqu'à présent, ils avaient vécu dans la certitude d'être en sécurité, d'avoir leur propre foyer, d'avoir droit à tout cela. Mais maintenant, en un instant, tout s'était évanoui. Lucas s'est arrêté et a regardé autour de lui dans la maison. Les murs, le canapé, la table de la salle à manger, tout ce qu'ils croyaient être à eux. Mais ils ont réalisé que ce n'était plus qu'une illusion temporaire. Et c'est là que Lucas a ressenti pour la première fois de sa vie ce que j'avais moi-même vécu si profondément, le sentiment de perte totale. Il s'est effondré dans le fauteuil et a fixé le vide. « Il faut que je lui parle », a-t-il murmuré. Il n'y avait plus aucune trace de sa voix forte, de son agressivité, seulement de la faiblesse. Il a recommencé à appeler. Cette fois, il a laissé sonner encore plus longtemps, espérant un miracle. Mais la ligne s'est de nouveau coupée. Ce jour-là, la maison n'était pas remplie des bruits habituels. La télévision était éteinte, on n'entendait pas les conversations quotidiennes. Seul le silence régnait. Mais c'était un silence complètement différent. Un silence suffocant, rempli de peur. Et progressivement, quelque chose a commencé à se faire jour en eux. Tout ce qu'ils m'avaient fait, chaque phrase qui avait quitté leur bouche, toutes les humiliations, tout leur revenait maintenant en pleine figure. Maintenant, c'est eux qui se retrouvaient dans la situation dans laquelle ils m'avaient autrefois forcé. Ils n'avaient plus le contrôle sur rien. Ils avaient perdu le foyer qui leur offrait la sécurité. Et ils n'avaient aucune idée de quoi faire. Les jours suivants, les choses sont devenues de plus en plus claires. Les lettres de mise en demeure officielles sont arrivées. Le temps pressait, la date limite approchait. Lucas essayait de me joindre tous les jours. De longs messages suppliants arrivaient sur mon téléphone. Des excuses, des explications,
des promesses qu'il réparerait tout. Mais j'ai choisi le silence. Car il y a des choses auxquelles il est inutile de répondre avec des mots. La réalité est souvent la plus grande des gifles. Et le remords, malheureusement, arrive rarement au bon moment. Souvent, il n'arrive que lorsqu'il est déjà bien trop tard. La conclusion qui ouvre les yeux, quelques jours plus tard, tout était vraiment terminé. Pas par une énorme dispute, ni par des cris. Juste par les faits. Ce matin-là, cette fameuse voiture noire est réapparue. Elle s'est garée doucement, avec autorité, devant la maison. Les hommes en sont de nouveau sortis, tenant ces documents qui représentaient une décision irrévocable. La porte d'entrée s'est ouverte, mais il n'y avait plus en eux la moindre trace de confiance. Ce sentiment de supériorité, comme si tout leur appartenait, avait disparu. Ce qui restait n'était que les débris d'une vie définitivement brisée. Lucas se tenait à la porte. Son visage était tiré et épuisé. Toute l'ancienne lumière avait disparu de ses yeux. Derrière lui, sa mère se tenait silencieuse, la tête baissée, comme s'il était trop difficile de supporter la réalité. « Nous sommes venus pour la remise des clés », a annoncé l'homme. Sa voix était tout aussi ferme, sans émotion et professionnelle que la dernière fois. Et cette fois, personne n'a protesté, personne n'a crié, car ils savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y avait rien à faire. Ils ont dû commencer à vider les lieux. Ils ont commencé à sortir les cartons, les meubles, le canapé, la table, toutes ces choses qui avaient un jour fait partie de leur maison. Elles n'étaient plus que de simples objets maintenant. Et pendant qu'ils sortaient leurs affaires, Lucas se tenait là, observant la scène en silence. Être que pour la première fois de sa vie, il a enfin vraiment compris le sens de la phrase qu'il m'avait un jour jetée à la figure, et qui lui revenait maintenant. « Si ça ne te plaît pas, tu prends tes clics et tes claques et tu fuis le camp de cette maison. » Cette phrase, qu'il m'avait lancée si facilement à l'époque, était devenue une réalité dans sa propre vie. Et pour cela, je n'avais même pas besoin d'être là, de crier ou de m'expliquer. Tout s'est déroulé de soi-même. Pendant ce temps, j'étais assise dans mon petit appartement loué, une tasse de thé chaud à la main. C'était le petit matin. La paix et la tranquillité régnaient. Pas de bruit stressant, pas de pression. Juste moi. Et ma vie, qui était enfin devenue plus légère. Mon téléphone était posé sur la table. Dessus, quelques messages non lus de Lucas. De longs textes émouvants. Des excuses, des promesses, l'espoir que nous pourrions tout arranger. J'ai lentement lu le dernier. Puis j'ai fixé l'écran en silence pendant quelques secondes. Je n'étais pas silencieuse parce que j'hésitais ou parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que je savais enfin une chose avec une certitude absolue. Il y a des situations qu'on ne peut jamais rattraper. Non pas par manque d'opportunité, mais parce que les blessures sont si profondes que leur guérison est impossible. J'ai posé le téléphone sans répondre. Non pas parce que je voulais le blesser encore plus, mais parce que j'avais pris ma décision. Je m'étais choisie. J'ai choisi de ne pas retourner là où j'avais lentement perdu ma propre estime de moi. Je me suis levée de la table et j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais et matinal a immédiatement inondé la pièce. Et après une longue période, pour la première fois de ma vie, j'ai souri sincèrement. Ce n'était pas un sourire forcé, ni un bouclier que je tenais devant moi. C'était un vrai sourire, venant du plus profond de mon âme. Car je savais que j'avais enfin surmonté tout ça. Je n'étais plus dans cette obscurité, je n'étais plus prisonnière de ces émotions toxiques. Et le plus important, je m'étais retrouvée. J'ai être perdu cette maison, mais j'ai enfin trouvé la paix de l'esprit. Et j'ai certainement réalisé une chose. Un foyer n'est pas seulement fait de briques et de murs. Il ne s'agit pas non plus de savoir qui y vit, mais de la façon dont on nous y traite. Et si, dans un endroit, vous ne vous sentez plus en sécurité, alors partir n'est pas une défaite. C'est une question de courage. Je n'ai pas répondu à ces messages, et je ne me suis jamais retournée, car je savais que ma vie allait maintenant de l'avant, et que je ne retournerais plus jamais là où je m'étais un jour sentie complètement sans valeur. Parfois, les gens ne réalisent la vraie valeur de quelqu'un que lorsque cette personne a disparu de leur vie depuis longtemps. Et le remords, bien souvent, arrive bien trop tard. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné? Ou auriez-vous aussi choisi l'adieu pour toujours? Écrivez-le en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine histoire sera être encore plus proche de votre propre vie que vous ne le pensez au premier abord. Je vous souhaite à tous d'éviter les relations douloureuses, et que la vie vous mette sur le chemin de personnes qui vous apprécient vraiment et sincèrement. Prenez soin de vous